Radio Anthropocène, à l'écoute du changement global. Chères auditrices, chers auditeurs, bonjour et bienvenue sur les ondes de Radio Anthropocène. Nous sommes aujourd'hui installés en plateau public au Musée des Confluences pour une journée spéciale consacrée au moustique tigre. Moustique tigre, mieux vaut prévenir que guérir. Voilà, c'est ça la question, c'est ça l'enjeu d'aujourd'hui, c'est de comprendre qui est le moustique tigre, où est-ce qu'on le rencontre, comment on fait connaissance et comment on peut éventuellement se dire aussi au revoir. Et nous avons là tout de suite la grande chance de recevoir sur notre plateau M. Christophe Bellet, entomologiste et responsable de EID Rhône-Alpes. EID, c'est l'entente interdépartementale de démoustication. Bonjour Christophe Bellet. Bonjour et merci pour l'invitation. Alors, merci d'être venu nous rejoindre sur ce plateau. Nous sommes là ensemble pour dresser ce qu'on appellerait une carte d'identité du moustique tigre. Donc, vous qui êtes entomologiste, j'aimerais vous poser quelques questions sur cet individu un peu menaçant, un peu mythique. Alors, déjà pour commencer, son nom de famille. On parle souvent de moustique. Est-ce que ça existe vraiment un moustique ? Alors oui, ça existe, un moustique, tout le monde on a au moins déjà croisé un au cours de sa vie. Donc son petit nom au moustique tigre, c'est Aedes albopictus. Est-ce qu'on peut répéter, est-ce qu'on peut reprendre s'il vous plaît? Aedes. Aedes. C'est son nom de genre, albopictus. Albopictus. Donc je vais essayer de le mémoriser quand même parce que Aedes albopictus, c'est toujours intéressant de voir à quel point les noms vernaculaires sont éloignés des noms scientifiques. Alors, pas tant que ça, parce que albopictus, donc vous avez blanc, albo, et pictus, donc c'est ponctué de blanc. Donc son petit nom, c'est le moustique Aedes ponctué de blanc. Ok, très bien. Donc on peut l'appeler Aedes quand on la rencontre la prochaine fois? Non, parce que Aedes, c'est un nom de genre et ça regroupe une multitude d'espèces de moustiques différentes. Donc il y a plein de moustiques qui appartiennent au genre Aedes. Donc nous sommes dans une famille de moustiques, oui, d'emblée. Et à l'intérieur de cette famille, quels sont les individus, quelles sont les branches de famille que nous pouvons rencontrer ou quelles sont les branches qu'on ne rencontre jamais? Alors, déjà en métropole, vous rencontrerez Aedes albopictus, donc le moustique tigre. Et puis, vous pouvez également rencontrer d'autres espèces du genre Aedes, principalement au niveau des espaces naturels. Donc, je peux vous en citer quelques-uns, comme Aedes vexans, Aedes s'il vous plaît, c'est très poétique ces noms. Donc, Aedes rusticus aussi, donc toutes des espèces qu'on va retrouver dans les espaces naturels. Contrairement au moustique tigre, qui lui, on va le rencontrer, on en a parlé tout à l'heure, dans les zones urbaines. Et est-ce qu'on est capable de les reconnaître? Est-ce que vous qui êtes au contact avec des publics aussi, est-ce que vous avez déjà rencontré des gens qui vous disent bah tiens, c'est celui-là, ça c'est un autre? Parce que la plupart du temps, pour nous, c'est un petit peu cette même famille moustique. On ne fait pas beaucoup de différence de ce qui se passe à l'intérieur. Alors, avec de la formation, on peut arriver à les identifier, c'est assez précis. Ensuite, pour le commun des mortels, ça peut être assez difficile de les distinguer les uns par rapport aux autres. Si vous prenez le moustique tigre Aedes albopictus, on peut le confondre avec d'autres espèces invasives d'origine asiatique qui ont plus ou moins les mêmes caractéristiques morphologiques que cette espèce. Bah, déjà, pour commencer par cette famille, donc, on parle de quelle taille à peu près, quelle variation de taille, les plus petits, les plus grands des moustiques? Alors, pour qu'on rentre un petit peu dans cette échelle d'existence aussi. Au niveau de la taille, entre différentes espèces de moustiques, ça peut être de quelques millimètres, 0,5 mm pour les plus petits, à pratiquement plus d'1 centimètre pour les espèces les plus grandes. 0,5 mm 0,5 cm, d'accord, 5 mm. Oui, 5 mm. Et au niveau du poids, est-ce que vous auriez une idée? C'est quasiment alors le poids, infinitésimal. on l'a mesuré, mais je ne l'ai plus en tête, donc je ne pourrais pas vous répondre là précisément. D'accord. Et donc, l'origine maintenant, d'où il vient, est-ce que vous avez une idée, peut-être même historiquement, d'où viennent les moustiques? Alors, les moustiques en tant que tels, ça fait un peu plus de 100 millions d'années qu'ils sont présents sur Terre. Et pour parler du moustique tigre plus particulièrement, parce que c'est le sujet de cet après-midi, c'est un moustique asiatique qui est originaire d'Asie du Sud-Est, qu'on va retrouver au niveau du Vietnam, Thaïlande, sur toute la côte chinoise,
On le va trouver également sur la péninsule coréenne et on le retrouve sur les îles japonaises également. Donc c'est vraiment un moustique d'Asie du Sud-Est. Donc ça, c'est son origine. Il vient de là-bas et il a investi, il a pris un voyage. Comment il s'est déplacé jusqu'ici, petit à petit? Alors c'est un déplacement un peu particulier, donc ça a été démontré. Et sa dispersion à travers le monde est liée au commerce des pneumatiques, donc des pneus rechappés. Donc les pneus usagés nord-américains ou européens étaient expédiés en Asie pour être restructurés. Ils étaient stockés à l'extérieur. Les femelles du moustique tigre venaient déposer leurs œufs à l'intérieur de ces pneumatiques, qui étaient exposés à la pluviométrie notamment. Et ils étaient réintroduits en Europe par la suite et en Amérique du Nord. Et c'est comme ça qu'il a colonisé ces continents. Donc le vecteur, c'est vraiment l'humain lui-même, avec ses activités industrielles, commerciales. Les échanges commerciaux, et ça ne concerne pas que le moustique tigre. Il y a énormément d'espèces d'insectes invasives qui sont introduits via les échanges commerciaux. Mais ce qui fait de lui un animal éminemment anthropocénique, dans la mesure où il bénéficie de ce processus de mise en puissance de l'activité humaine, de la globalisation des échanges. Oui, tout à fait. Ouais. Alors, de point de vue, donc il y a sa dispersion par l'intermédiaire des échanges commerciaux, et puis également sa prolifération au sein des tissus urbains, parce qu'il va exploiter tout un tas. On parlait tout à l'heure de gîtes larvaires qui sont mis à disposition par nos compatriotes, tout simplement. C'est vraiment un moustique qui est lié à l'activité et au mode de vie de l'être humain. Et pourtant, donc, l'échelle de vie, l'échelle spatiale de vie d'un moustique est relativement réduite. Il s'agit de quelques dizaines ou de centaines de mètres, n'est-ce pas? Quel est le périmètre un petit peu Alors là, ça va vraiment dépendre des espèces. Vous avez des espèces de moustiques qui sont capables de se disperser par leurs propres moyens, j'entends, sur des dizaines de kilomètres. Et pour le moustique tigre en particulier, c'est une petite centaine de mètres. C'est peut-être l'échelle d'un bloc de maison ou d'un petit quartier, n'est-ce pas? Ouais, tout à fait, c'est l'échelle d'un quartier, pour faire simple. Et pourtant, il envahit le monde entier petit à petit. On entend souvent qu'il progresse. Est-ce que vous avez pu constater la vitesse de progression de ce moustique? Alors en France métropolitaine et même en Europe, c'est assez bien documenté. La première détection, le constat d'installation de moustiques tigres en France métropolitaine, c'est 2004. Axel en a parlé tout à l'heure. Et au 1er janvier 2024, on était à 78 départements de France métropolitaine qui étaient colonisés et impactés par la présence de moustiques tigres. Donc en l'espace d'une vingtaine d'années, il a été capable de remonter dans le nord de la France et de coloniser 78 départements. Ah bah c'est rapide comme progression. C'est assez rapide pour un insecte de cette taille-là, oui. Bon, on va revenir sur cette question un peu épidémique peut-être un petit peu plus tard avec des questions de santé. Revenons maintenant à l'individu lui-même. Donc nous avons affaire à un petit être de quelques millimètres avec un poids qu'on est quasiment incapable de saisir. En tout cas, il échappe à nos notions humaines habituelles puisque ça doit être moins d'un gramme ou d'un demi-gramme ou un dixième de gramme ou je ne sais pas. C'est très petit, oui. Donc la seule manière de l'observer, c'est avec des lunettes, avec un verre grossissant ou un microscope. Et là, ça nous amène dans un univers qui est quand même assez passionnant. J'ai regardé sur le site de votre agence les différentes vidéos qui sont proposées et que j'invite nos auditeurs, auditrices, bien sûr, à jeter un coup d'œil puisqu'on peut assister à l'éclosion des larves, des nains. Enfin, c'est un cycle de vie assez compliqué. Est-ce que vous pourriez nous expliquer un petit peu quelque chose qui est commun à toute la famille des moustiques? C'est pas uniquement le moustique tigre, mais on sait que les moustiques ont besoin d'eau pour se reproduire, mais après, tout ce cycle biologique propre de l'espèce, ça nous échappe un petit peu. Est-ce que ce serait possible d'en savoir un peu plus? Alors, comme vous l'avez souligné, le seul point commun qu'ont toutes les espèces de moustiques à travers le monde, c'est un cycle de développement qui s'effectue en deux phases. Une phase aquatique, qui va correspondre au développement des larves, et une phase aérienne, qui va correspondre à la forme adulte, au moustique adulte que tout le monde connaît. La spécificité du moustique tigre, c'est que contrairement à la majorité des espèces de moustiques qui ont besoin d'une lame d'eau pour pouvoir déposer leurs œufs, le moustique tigre, ce n'est pas le cas. C'est une espèce qui va déposer ses œufs sur un support sec. Donc typiquement, vous prenez un pot, les œufs vont être déposés et collés sur les parois à l'intérieur du pot. Et ce qui va provoquer leur éclosion, c'est une remontée de la ligne d'eau, soit par une action humaine, parce que vous remplissez le contenant, soit par les précipitations.
Donc ça, c'est une caractéristique qui est propre aux moustiques tigres. Ça, j'avoue, je ne le savais pas. Je pensais que c'est toujours dans l'eau, quelle que soit l'espèce. Alors, ça, on parle des œufs. Hein. Donc là, c'est le comportement de ponte. Ensuite, pour que les œufs éclosent et que les larves puissent se développer, il y a besoin d'eau. D'accord. Et alors ça, c'est très important parce que justement, les gens ne le savent pas, ne connaissent pas cette particularité propre aux moustiques tigres. Et dans les actions de lutte qu'on peut mettre en place, c'est vraiment un paramètre à maîtriser. Et donc, vous avez ensuite une remontée de la ligne d'eau, l'éclosion des œufs, le développement des larves et l'émergence des adultes. Et ça peut aller assez vite en période estivale. C'est un peu moins c'est entre 8 et 9 jours, entre l'éclosion de l'œuf et l'émergence de l'adulte. Et les œufs, si je comprends bien, donc, sont collés sur une paroi d'un contenant qui est en attente d'eau, en fait. Comment les moustiques savent qu'il vaut mieux pondre à cet endroit-là plutôt qu'à un autre? Ou est-ce que c'est un peu aléatoire Alors ça, c'est l'objet des recherches de Claire, notamment, d'essayer d'identifier des composés volatiles qui attireraient les femelles pour exploiter certains types de gîtes versus d'autres gîtes. Donc ça, il y a probablement des composés volatiles qui rentrent en jeu. Mais donc concrètement, si je laisse une coupole sur le rebord de la fenêtre ou dans le jardin, ou même en fait les chaînons d'évacuation ou des rebords de différents endroits sur le toit ou les maisons, ou je sais pas, des ordres qui est stocké quelque part dans une cour d'un immeuble, mais quelque chose qui est sec, où il n'y a pas spécialement d'eau, ça attire déjà les moustiques tigres, oui, qui identifient un potentiel de se reproduire et qui vont venir donc pondre les œufs un peu n'importe où. En fait, c'est dans les creux de feuilles ou je ne sais pas si. Alors les creux de feuilles, potentiellement oui. Si je prends par exemple le bananier, lorsque celui-ci fleurit, il y a une inflorescence qui se forme et il y a des feuilles autour des fleurs qui va tomber. On appelle ça des bractées. Et ces bractées, en tombant au sol, elles se rigidifient, elles forment une coupelle. Donc une coupelle qui peut se remplir avec de l'eau. Si vous prenez les feuilles de platane, c'est absolument pas le cas. Donc les feuilles de platane, ça posera pas de problème. Donc là, ça va vraiment être lié à l'espèce végétale. Donc il y a certaines espèces végétales qui peuvent permettre la prolifération de moustiques tigres. Alors je rappelle simplement qu'à la base, c'est une espèce originaire d'Asie du Sud-Est, de forêt d'Asie du Sud-Est, qui va exploiter notamment les broméliacées. Les broméliacées, c'est un groupe de végétaux qui ont la particularité de retenir l'eau au niveau des feuilles. Donc, voilà, les végétaux qui peuvent contenir de l'eau. Est-ce que vous auriez un nom un petit peu vernaculaire Alors non, je ne suis pas un spécialiste des végétaux. Hein. Non, mais est-ce que ce ne serait pas des bambous par hasard ou des choses comme ça? Alors non, les bambous ne sont pas des broméliacées, mais les bambous, effectivement, peuvent, lorsqu'on les sectionne entre deux nœuds, contenir de l'eau suffisamment longtemps pour que les larves de moustiques tigres puissent se développer. Donc il suffit une toute petite quantité ou quelque chose de l'ordre de... Quoi, c'est un gobelet ou c'est une tasse Ça peut être un gobelet, ça peut être un dé à coudre, ça peut être des volumes très petits, comme des volumes beaucoup plus importants. Vous prenez un bidon ou une citerne de recueil des eaux de pluie qui peut faire entre 250 et 1000 litres. Ça va être exploité par le moustique tigre pour sa reproduction. D'accord. Donc en tout cas, c'est quelque chose qui change radicalement la donne, j'imagine, entre le moustique traditionnel, dont je ne connais pas le nom précis, et le moustique tigre qui exploite donc les contenants secs. Oui. Alors, il va exploiter les contenants secs, mais qui vont obligatoirement se remplir à un moment. Alors, le petit moustique commun, son petit nom, c'est Culex pipiens. Il exploite aussi, il peut exploiter les mêmes gîtes que le moustique tigre à partir du moment où ils contiennent de l'eau, parce que cette espèce-là va pondre ses œufs sur une lame d'eau. Donc, ça peut être les mêmes gîtes qui vont être exploités, mais à des moments, ça peut être à des moments totalement différents. D'accord. Et donc, au niveau de la morphologie, le moustique tigre, vous m'avez dit tout à l'heure qu'il est un peu plus petit que les autres. Est-ce que c'est à ça qu'on le reconnaît à vue d'œil? Est-ce qu'on peut se dire, bah tiens, ça c'est un moustique tigre? Alors, pas vraiment. Au niveau de la variabilité de la taille des moustiques tigres, il y a une grande variabilité au niveau des individus. Ça peut être quelques millimètres, voire un peu plus. Donc le critère de taille en lui-même, ce n'est pas celui-ci qui va permettre vraiment d'identifier cette espèce. Alors Claire en a parlé tout à l'heure. Un des paramètres, une des caractéristiques morphologiques qui est importante, ça va être la présence d'une ligne
blanches au niveau du thorax. Donc ça, c'est propre au moustique tigre. Et puis après, vous avez l'ornementation des pattes qui vont rentrer en ligne de compte pour l'identification de cette espèce. Ça, j'avoue que cette ligne dont vous parlez, je ne l'ai jamais vue de mes yeux. D'ailleurs, j'ai plutôt l'impression que l'idée générale, c'est plutôt que le moustique tigré est plus grand que les autres. J'étais très surpris d'apprendre qu'il est plus petit que les autres. Ouais, il est plus petit que les autres, et puis contrairement à son nom, il n'est pas noir et jaune. Moustique tigre, lorsqu'on commençait à parler du moustique tigre en France métropolitaine, dans l'imaginaire des gens, c'était un moustique qui était rayé comme un tigre, c'est-à-dire noir et jaune. Oui. Et un peu grand et un peu agressif. Et même, en fait, un peu plus fort, plus agile. Est-ce que c'est le cas ? Non, plus fort ni plus agile, par contre très agressif. Très agressif. Donc les femelles ont une activité. Alors c'est un moustique diurne, donc il y a une activité la journée qui va vous piquer. Uniquement la journée ? Qui va vous piquer la journée, oui. Donc ceux qui viennent la nuit, c'est pas le tigre alors ? Non, ceux qui viennent la nuit, c'est d'autres espèces, et dont le fameux moustique commun, le Culex pipiens. D'accord. Et pour le moustique tigre, il a 2 pics d'activité bien marqués dans la journée, un dans la matinée et un deuxième en fin d'après-midi. D'accord. À quelle heure, si c'est pour savoir ? Et c'est lié à quoi ? Comment il sait que c'est le fin d'après-midi ? C'est la luminosité, Oui, la luminosité. Donc il y a un cycle circadien, non ? Oui. Quelque chose qui lui indique que c'est le moment d'y aller. Tout à fait. Et puis aussi les températures. Souvent en fin d'après-midi, en période estivale, il commence à faire un peu plus frais. Mais c'est relatif. Quand en ce moment, quand en été, on a des températures de 38-39 degrés. En fin d'après-midi, c'est pas vraiment de la fraîcheur. Mais c'est plutôt en fin d'après-midi. Ça peut être également en début de soirée. Et les nuisances, notamment au mois de juin, elles peuvent durer assez longtemps, parce qu'au mois de juin, les jours sont très longs, et il fait nuit vers 21h30, 22h. Donc ça peut aller au-delà. Mais il y a vraiment 2 pics bien marqués. Et le deuxième, c'est entre 17 et 19h. Alors, à quoi ce serait lié ce pic ? Est-ce que c'est pour aller chercher les humains qui sont dehors, ou est-ce que c'est une activité de nutrition, d'alimentation ? De quoi il se nourrit, au fait, un moustique ? Est-ce qu'il y a une différence entre les mâles et les femelles ? Alors, c'est une très bonne question. Les moustiques, que ce soit les mâles et les femelles, leur alimentation de base, c'est des jus sucrés, le nectar notamment. Donc, c'est des insectes qui participent. Donc, c'est pas le son lui-même. C'est pas le son lui-même. Donc, c'est des insectes qui vont participer à la pollinisation. C'est une question récurrente. Quel est le rôle des moustiques dans l'écosystème ? C'est des insectes qui participent à la pollinisation notamment. Et le repas de sang, alors ce qu'il faut savoir, que ce n'est pas obligatoire en fonction des espèces de moustiques. Il y a des espèces de moustiques qui n'ont pas besoin de sang et qui piqueront jamais. D'accord. Et pour les autres qui ont besoin d'un repas de sang, c'est simplement pour assurer la maturation de leurs œufs avant d'effectuer la ponte. Donc les femelles ont besoin d'un apport supplémentaire en protéines pour assurer la ponte. Et ça, c'est propre à certaines espèces de moustiques. Il y a quelques rares espèces de moustiques qui ne piquent pas. Mais ça existe. Et on les rencontre chez nous aussi ? Non, il n'y en a pas en Europe. Il n'y en a pas en Europe. Non. Chez nous, tous les moustiques piquent. Donc ce sont les femelles qui ont besoin d'une protéine spéciale, ou non, quelle que soit la protéine. Quelle que soit la protéine. Je me suis toujours demandé, c'est peut-être une question un peu insolite, mais si j'ai un steak sur la table, est-ce que le moustique peut venir ponctionner un peu de sang dessus pour... Alors, vous n'aurez pas de problème avec les moustiques. Par contre, avec les guêpes, oui. Ça, c'est D'accord. Mais en tout cas, son alimentation principale, ce sont des fleurs, c'est le nectar. C'est le nectar, oui. Donc, par là, si je comprends bien, il participe à la pollinisation, comme les insectes qui sont au contraire parfaitement bienvenus dans nos paysages, comme les abeilles. Est-ce que vous avez une idée de l'efficacité d'un moustique, ou est-ce qu'il pollinise autant qu'une abeille ou moins, ou est-ce qu'il y a d'autres insectes qui font ça ? Alors, il y a plein d'insectes qui vont participer à la pollinisation. Après, de là à être capable de dire que les moustiques sont de très bons pollinisateurs ou de mauvais pollinisateurs, là-dessus, il n'y a pas vraiment de travaux qui le démontrent. En tout cas, on sait qu'ils participent à la pollinisation à leur échelle, ça c'est certain. Mais ce serait aussi pour les défendre un petit peu, parce que c'est vrai que les réduire uniquement à un rôle de nuisible, c'est peut-être un petit peu dur, n'est-ce pas ? Alors, c'est dur pour eux, mais malheureusement, pour certaines espèces, c'est la réalité. Mais c'est vrai qu'il ne faut pas les réduire à ce phénomène de nuisance. Voilà, c'est des insectes, et c'est important, qui participent à la pollinisation, il faut quand même le souligner. D'accord. Et une autre question par rapport à la piqûre. Une femelle qui ne pique pas un humain, c'est ça ? C'est forcément les humains, ou ça peut être d'autres animaux ?
Alors là également, ça va dépendre des Ça espèces va de dépendre, moustiques. d'accord. Tout à fait. Il y a des espèces de moustiques qui vont prendre leur repas de sang sur des oiseaux, sur des batraciens et qui ne piqueront jamais les humains. Mhm. Voilà, c'est propre à chaque espèce de moustique. Et le moustique tigre, on en a également parlé tout à l'heure, lui, il a vraiment une préférence pour piquer l'homme. D'ailleurs, on parle d'un moustique anthropophile qui aime piquer l'homme, mais il est assez opportuniste. Il est capable de piquer d'autres organismes, notamment les oiseaux. D'accord. Mais dans un contexte où il n'y a pas de mammifères, enfin pas beaucoup de mammifères, pas d'humains, comment ils font pour survivre et se reproduire, les moustiques Parce que j'ai souvent entendu parler des moustiques qui vivent en Sibérie ou dans le Grand Nord canadien. Et là, je me suis dit, comment ça se fait qu'il y en ait autant alors qu'il n'y a pas d'humains? Enfin, c'est peut-être... Alors pourquoi il y en a autant? Alors déjà, ça va être lié au milieu où ils vont se développer. En Sibérie ou au nord du Canada, vous avez des grands espaces de zones humides dans lesquels des espèces de milieux naturels vont pouvoir se développer. Et en termes de repas sanguins, elles vont se nourrir sur les êtres vivants qui vont se retrouver à proximité. Ça va être principalement des mammifères ou des oiseaux. Même en l'absence d'humains, c'est pas un problème. Mhm. D'accord, donc ils peuvent tout à fait se passer d'humains pour vivre leur propre vie. Voilà. Bon, écoutez, je vous remercie pour cette carte d'identité de moustique et je propose à nos auditeurs une petite pause musicale et ensuite je vous laisserai à ma collègue Lou Herman pour aborder des questions d'épidémiologie et de santé.